bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le dossier Star Wars CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1995. Et aujourd'hui, vous me retrouvez dans un tout nouveau décor. C'est juste le fond de ma chambre, hein, enfin plutôt c'est ma chambre. Voilà, alors vous comprendrez très vite pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo ici. C'est parce que j'ai besoin de mon ordinateur, je l'ai pas dans ma salle principale, et comme c'est une toute petite maison, et ben j'ai voulu, parce que je ne sais pas comment obtenir l'image à partir d'un ordinateur, je me suis pas du tout investi sur la connaissance de ça, je sais pas s'il faut une caméra d'acquisition vidéo ou quelque chose, une carte particulière. Je voulais vous filmer, alors ce sera peut-être pas très beau, mais je vais vous filmer en fait un document, et on va le commenter un petit peu aujourd'hui, un document que j'ai trouvé sur l'inénarrable Players Committee Forum. Ce site regorge d'une mine d'informations. Je voulais vraiment faire une vidéo pour acter en fait cette connaissance. C'est un document PDF qui est régulièrement mis à jour, enfin régulièrement. Non, j'abuse un petit peu en fait. Il est mis à jour, il a été mis à jour, je crois, 2 ou 3 fois. Et puis je vais vous mettre le lien évidemment hein, dans la description sous cette vidéo afin que vous puissiez eh bien, bénéficier justement de celui-ci. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce jeu-là et qui regardaient vraiment les vidéos avec grand intérêt, pas juste ceux qui veulent juste se détendre un petit peu sur la connaissance du jeu, mais vraiment ceux qui veulent garder des informations finalement historiques à propos de Star Wars CCG, le Star Wars Universe, eh bien je vous invite vraiment à télécharger au moins la version de 2021, la version d'aujourd'hui, pour pouvoir eh bien, vous apercevoir du travail monumental que les gens du Players Committee américains ou autres hein, d'ailleurs ont réussi à compiler sur eh bien, plusieurs choses. C'est-à-dire, pour commencer, eh bien, l'intégralité des informations les plus globalisantes sur les produits Star Wars CCG. Aujourd'hui, on va parler pas forcément des sets, excusez-moi parce que du coup on en avait déjà parlé dans les premières vidéos que j'avais faites sur le sujet, mais on va plus parler justement des goodies. Et vous avez aussi d'autres choses, on va faire une petite parenthèse justement de Nihongo, donc de japonais. Alors je vous ferai pas l'affront de vous parler en japonais, mais Kyo wa Nihongo video desu. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu justement c'est pas vraiment une vidéo en japonais, mais en tout cas vous allez comprendre vite, c'est qu'il y a des cartes comme vous le savez qui sont sorties en japonais, et là j'ai réussi à trouver des informations textuelles qui sont très intéressantes. Du coup, il y aura un petit paragraphe là-dessus. Et puis sur le fameux PDF dont je vous parle, eh bien, il y a tous les lots justement qu'on va pouvoir détailler. Alors, ce ne sera pas une immense vidéo, j'imagine, hein, vraiment. Mais on va regarder tout ça. Et puis n'oubliez pas, téléchargez le PDF en lien. Si le jeu vous botte, vous gardez ça dans un coin de votre ordinateur, ça peut toujours être utile si vous avez besoin de vous y référer en plus de cette vidéo, parce que je vous assure, j'ai pas vraiment, j'ai pas préparé grand chose. Et puis en petit bonus, au début je voulais faire une vidéo assez lourde avec une cinquantaine de cartes à vous montrer, qui étaient justement les Easter eggs. Bon, pour ceux qui me suivent, hein, Frédéric, voilà, Guillaume ou d'autres, vous allez savoir de quoi il s'agit évidemment. Pour le coup, je n'ai pas préparé cette vidéo parce que j'ai vu que dans ce document, il y avait déjà une immense partie des cartes qui possèdent des Easter eggs, en tout cas celles qui ont été déclarées par des ciphers et celles qui ont été trouvées par les gens, et bien qui sont d'ores et déjà disponibles. Alors, si vous me voyez un petit peu là, regardez à gauche et à droite, c'est que je suis en train d'installer un petit peu. Là, j'ai la caméra déportée en même temps. Et on va tout de suite commencer par une petite partie sur les... je suis désolé, il y a mon ordinateur qui rame, j'espère que ça ne va pas me foirer complètement la vidéo. Mais je vais équiper un petit peu le temps pour vous parler un petit peu des tournois. Alors j'ai pu dégrossir un petit peu le sujet avec mon ami Jimmy, dont je vous parle régulièrement, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et du coup, voilà, on a pu parler, j'ai pu le questionner un petit peu à partir des questions que j'avais préparées pour les tournois, comment ça se passait à l'époque, c'est-à-dire en format papier, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le jeu continue et il y a énormément de choses qui sont organisées par le Players Committee. Il y a des ligues, il y a des tournois divers et variés. Mais pour le coup, eh bien, attendez, je vais vérifier juste une chose. Ouais, d'accord. Eh bien, je vais vous parler un petit peu des tournois. Alors, comment ça se passait?
comment ça se passait? À partir de 96, il y a d'ailleurs eu un mondial en 96, vous pourrez retrouver, je crois, de souvenirs sur la page Wikipédia anglaise du jeu Star Wars CCG. Les gagnants, je crois que c'est pas un qui s'appelle Lapointe, il était canadien, je crois. Ou peut-être un Norvégien. Je crois que c'est peut-être plutôt un Norvégien qui avait gagné, on vérifiera, je remarquerai ça au montage au pire. Mais on voit déjà que le jeu avait été en fait relativement apprécié pour que justement des pays hors des États-Unis d'Amérique, qui étaient forcément les producteurs, eh bien, participent à échelle mondiale et puis aussi à échelle nationale, vous allez le voir, à ce genre de tournoi. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Decipher avait organisé, alors je vous dis ça entre parenthèses encore, hein, sous couvert des informations que m'a donné Jimmy du Players Committee. Donc voilà, Decipher avait organisé une sorte de cellules qui fonctionnaient par région, c'est-à-dire que vous allez avoir région France, région Angleterre, région États-Unis, etc., région Allemagne, et du coup, ces cellules fonctionnaient indépendamment. Lorsqu'il y avait un tournoi en vue, par exemple, de se qualifier pour des continentaux et ensuite pour le mondial, eh bien, Decipher fournissait à cette cellule, donc il y avait un responsable de cellule qu'on appelait un Red Leader, eh bien, Decipher fournissait des boîtes et puis des goodies, du coup, à ces personnes-là. Alors, je ne sais pas comment ça se passait exactement dans les faits, mais j'imagine qu'il y avait une inscription à faire en ligne sur le site Decipher, qu'ensuite le Red Leader était décidé par rapport à la cellule en question, donc la région en question, on va appeler ça des régions. Hein. Donc pour ceux qui connaissent un peu les suites et puis les bouquins de Timothy Zahn à propos de Star Wars, la France c'était Concord Down. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, je l'avais noté pourtant quelque part, mais je sais plus où je l'avais mis. Vous aviez aussi l'Angleterre qui était normalement Bespin. Je vérifie un petit peu. Donc Concord Down, ouais, pour la France. Bespin probablement, là c'était le... Je pense que les infos sont sur PS Committee, mais j'ai pas trop recherché, hein, je vous avoue, j'ai pas trop encore... je me suis pas remis là-dedans avant de préparer la vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire finalement qu'on pourrait y passer des mois à la préparation. Donc je me lance un petit peu, mais voilà, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Espagne, etc., etc. Alors j'en profite pour acter quelque chose, c'est que notre Red Leader en France c'était Benoît Morel. Si un jour Benoît tu nous écoutes, eh ben coucou à toi, je ne te connais pas mais Jimmy te connaît très bien et m'a parlé de toi, donc un gros salut de la part de nous tous. Voilà, donc là en l'occurrence, au niveau d'une région comme la France, c'est vrai que quand on regarde un petit peu à quoi correspondaient les tournois nationaux, bah, on avait 5 joueurs sur Montpellier, 4 joueurs sur Vichy, vous voyez, c'était un peu disséminé. Donc c'est vrai qu'ensuite, s'il fallait monter sur Paris, par exemple, pour faire un tournoi, bah voilà quoi. J'imagine que déjà pour les plus âgés d'entre nous, c'était plutôt les gens qui avaient déjà la trentaine ou la trentaine passée qui ont pu bénéficier de ce genre de choses. Peut-être que Jimmy était légèrement plus jeune à l'époque. Moi, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. J'avais 11 et 12 ans, voilà, c'était pas possible. Toujours est-il que chaque pays fonctionnait comme ça, et à la fin, il y avait des continentaux qui étaient organisés par Decipher. Toujours pareil, hein, directement organisation via la cellule via la région, en coordination quand même avec des magasins. Donc au niveau des magasins, ce qu'il y a d'intéressant à dire, c'est que alors si le magasin organisait justement le tournoi, par exemple on va prendre un magasin français dans une ville qui organise le tournoi, les participations aux frais justement reviennent et sont versées à Decipher, mais en revanche Decipher offrait des lots. Non seulement déjà une boîte de la série qu'il fallait un peu fêter en faisant ce tournoi-là. Je vous dis n'importe quoi, par exemple en 96 ça devait être New Hop, ensuite Hot. Du coup quand il y avait un tournoi, eh ben, automatiquement Decipher envoyait alors soit aux représentants finalement de cette région directement français les boîtes et ensuite je ne sais pas comment ça se passait, il y avait un dispatch, soit peut-être directement aux organisateurs de tournois, voire même au magasin. S'il y avait des participations aux frais, elles étaient renvoyées du coup chez Decipher. Et puis vous aviez aussi, j'imagine comme énormément de jeux même à l'époque,
eh bien, des goodies et des lots promotionnels qui pouvaient être envoyés. Alors on en parlera un tout petit peu plus loin dans cette vidéo, puisque je vais vous montrer que le fameux PDF dont je vous parle depuis 10 minutes, là, enfin tout à l'heure en introduction, il regorge d'informations toutes plus hallucinantes les unes que les autres, et vraiment, vous allez voir, on voit même un visuel en fait de ce qui a été proposé. Donc peut-être pour ceux qui ont réussi à gagner des tournois ou les vivre vraiment à l'époque, ça va vous faire un petit quelque chose de nostalgique. Et puis pour nous autres, enfin moi je dis, c'est moi parce que j'ai quand même réussi à mettre la main sur 2-3 trucs à l'époque, moi. Je vous dirai lesquels, très rares trucs hein, d'ailleurs. Mais de souvenirs, des cyphers n'étaient pas trop avares, justement, puisque je me rappelle que sur les 2-3 magasins de ma ville eh bien, qui diffusaient en fait ce genre de produits, eh ben, les goodies des cyphers, ils étaient des fois laissés là, comme ça, en mode servez-vous, quoi. Donc franchement, après, ça doit dépendre des personnes, je pense, qui gèrent les magasins ou les tournois, mais à ma connaissance, à l'époque, c'était pas trop compliqué d'avoir ce genre voilà, de produits. Aujourd'hui, les produits promotionnels de l'époque ou les publicités, ça doit être vraiment compliqué à récupérer, hein. Voilà. Donc, ce qu'il y avait à dire de plus, c'était que, eh bien, on était aux alentours de 30 à 50 francs en France au niveau des tournois nationaux ou régionaux. Donc, c'était pas énorme, hein, ça fait moins de 10 euros hein, finalement. Ce qui se passe, c'est que bah, évidemment les joueurs arrivent et cette participation aussi fait que les joueurs reçoivent des boosters pour créer un deck. Donc là, c'est là justement que peut-être le bas blesse et il y avait des difficultés justement avec ce jeu bah, d'obtenir bah, quelque chose qui tournait correctement. Il y avait trop de cartes mortes et c'est la raison pour laquelle justement en 97 ou 98 on a eu donc le Official Tournament Seal Deck et après donc le Jabba's Palace Seal Deck où là ça tournait mieux parce qu'on avait directement des figures, des mains, des trucs intéressants à jouer. Bon, voilà. Et plus ça allait, plus finalement bah, le jeu vous pouviez le jouer, on va dire. Vous prenez par exemple Endor ou Death Star 2 ou les deux par exemple en même temps, bah, même plus besoin de carte première, vous pouviez juste récupérer les cartes en booster ou starter et puis vous montez un deck très facilement. Donc c'est quelque chose qu'ils auraient réglé quand même au fur et à mesure. Voilà. Parfois, les organisations n'étaient pas faites en magasin, du coup, hein, comme je vous le disais, c'était géré et ou co-géré par la région. Et alors ça, ce serait intéressant un jour si j'arrive à obtenir une explication encore plus détaillée que celle de mon ami Jimmy, qui m'a déjà amené une mine d'informations très importante. Mais si j'arrive peut-être à contacter Benoît Morel pour une petite interview, ça me ferait énormément plaisir de vous poster ça. Parce que là aujourd'hui ça va être encore une fois du verbiage de CAD et moi voilà voilà, je suis pas la lumière à tous les étages, je suis pas je suis pas le sacro-saint connaisseur et pour le coup avoir vraiment un raid leader France donc Concord Down qui nous explique comment ça se passait dans les faits, je rêverais de ça donc je vais m'arranger pour vous offrir une vidéo sur ça. Je pense on va essayer de s'organiser ça au mieux. C'est une vidéo qui pourra venir évidemment hein, en décalé, comme je vous l'ai dit. Là maintenant, ça va ralentir au niveau des sorties vidéo Star Wars CCG. Une partie de temps à autre, une open ouverture de booster, une interview, peut-être une partie game aussi. Je sais que Guillaume est intéressé pour qu'on puisse jouer. Donc voilà, on fera d'autres choses, mais ça sortira maintenant à partir de cette vidéo que vous voyez beaucoup plus lentement. Donc bah voilà, on en reparlera. Je ferai une annonce au pire, hein, puis vous pourrez prendre connaissance de ce que je prépare. Voilà. Alors, je vais vous parler tout de suite un petit peu du comptage. Alors, je suis pas très fort, déjà, je suis nul en maths, mais alors nul à chier. Jimmy m'a bien expliqué tout ça, mais lui, il a quand même un niveau au-dessus, quoi. Donc, excusez-moi si c'est pas très clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et pour ceux qui connaissent le système de comptage, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous le souhaitez. Ça me ferait plaisir d'être voilà, d'être sûr voilà, de ce qu'on peut acter ensemble au niveau de la connaissance pour ce jeu sur YouTube en français. Alors comment ça se passait? Il y a eu plusieurs, comment dirais-je, plusieurs étapes ou plusieurs aires, on va dire, R et accent grave, RES, de comptage au niveau des tournois. La première étant la ronde suisse que vous connaissez probablement. Surtout si vous jouez en jeu de cartes à collectionner. La ronde suisse, qu'est-ce que c'est? Bah, quand on gagne, on rencontre les gagnants. Quand on perd, on rencontre les perdants. Déjà, la partie dure 1 heure.
Si vous me voyez, c'est que j'ai mes petites notes en dessous, donc m'en voulez pas, hein, parce qu'il ne faut pas que je raconte de bêtises. Je lis mon écran un petit peu aussi cette fois-ci. Et du coup, si au bout d'une heure, il n'y a pas de vainqueur, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a une sorte de timer qui dit, bah voilà, un peu comme aux échecs, stop maintenant, et on va regarder les life force qui restent finalement dans les piles de l'un et dans les piles de l'autre. Donc là, on va déterminer ensuite le gagnant. Donc en général, si vous renversez votre adversaire durant la partie, vous l'avez complètement déplète, vous l'avez défait, vous avez gagné factuellement sous une heure de temps, vous gagnez 2 points. Si vous avez perdu, vous gagnez 0 points. Et si vous avez gagné par comptage de détermination à une heure de temps passé, et ben là vous gagnez mais 1 point et pas 2 points, juste 1 point. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps, eh bien, vous allez en plus calculer ce qu'on appelle un différentiel. Alors c'est là que ça peut faire très mal et que généralement, voilà, quand on s'est craqué en fait dans le jeu et qu'on n'arrive pas à remonter, généralement, voilà, on peut des fois être mort et enterré. C'est que si vous voulez, vous alliez ajouter à votre victoire ou à votre défaite, enfin et à votre défaite. Par exemple, moi, là, si j'ai gagné une partie contre vous en mode j'ai gagné 2 points et vous 0, si j'ai dans mes piles encore 6 cartes, je vais ajouter plus 6 à mon 2 points, ça fait donc 8 dans cet exemple. Mais vous qui avez réussi à avoir 0 parce que vous avez perdu la partie, vous allez faire moins 6 parce que la différence justement entre ce qui reste entre nos deux piles, par exemple, je sais pas, moi, il me restait, je dis n'importe quoi, il me restait 6 cartes, voilà, par exemple, je vous ai battu, vous êtes à 0 cartes, bah voilà, vous avez 0, moins 6, donc vous êtes à moins 6 pour cette partie. Et moi, je suis à 2 plus 6 égale 8. Donc vous voyez en fait que bah, très rapidement, l'écart peut se creuser. Déjà au bout d'une partie, ben voilà, plus vous collez pas à l'adversaire, plus vous êtes vraiment loin de lui, ben voilà, plus il va marquer de points et vous allez en perdre. Alors c'est assez punitif, mais quelque part c'est très représentatif. C'est-à-dire que si vous avez vraiment bien joué et que c'était très compliqué de départager finalement le jeu, c'est pas départager lui-même, vous avez tiré la destinée qu'il vous fallait, vous avez réussi à voilà, renverser le cours de la bataille et c'est vous qui gagnez in extremis, ben voilà, si vous avez gagné, il vous reste 2 forces dans vos piles et l'autre il est à 0, ben vous avez gagné, oui, 2 plus 2. Et lui, il a gagné juste 0 moins 2. Donc vous êtes à 4, il est à moins 2. C'est pas énorme. Mais effectivement, sur quelqu'un qui se fait justement complètement écarteler depuis le début de la partie, bon bah là, ça va être très 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 dommageable pour lui. Donc, on a ce mode de calcul de points. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une partie, ou alors, si la partie revient sur un nombre impair, la prochaine que vous allez jouer, par exemple si c'est la numéro 3 ou la numéro 5, et ben là, vous jouez l'inverse de ce que vous avez joué. Si vous commencez votre tournoi, ça va de soi, hein, vous avez joué light, de toute façon, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en tournoi, vous arrivez avec déjà un deck de chaque. Un light, un dark. Si vous avez joué light, vous gagnez, vous perdez, vous jouez ensuite dark. Voilà. Si vous avez gagné, vous jouez contre un gagnant. Et du coup, si vous jouez contre un gagnant au bout de la deuxième round, enfin la deuxième round pour vous, ça veut dire que dans cet exemple, si vous jouez Dark en second, lui, il a déjà joué Dark, donc il va jouer Light contre vous. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà comment ça va se passer. Au bout du compte, quand il y a un nombre de joueurs, alors là, encore excusez-moi les matheux, hein, si je me trompe, parce que je suis vraiment nul en maths, mais en gros, s'il y a un nombre de joueurs correct calculé justement pour la partie, eh bien vous allez avoir normalement autant de parties en light que en dark que vous aurez joué, évidemment. Voilà. On prend à chaque fois les deux meilleurs, puis les deux moins bons, etc. Et ça s'affronte à la ronde suivante, donc ça on l'a déjà dit. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin il y a une finale, et à la suite de ça, justement en continentaux, en tournoi de 8 parties chaque personne. Ah oui, alors c'est ça. Voilà, les continentaux, c'est 8 parties quand même. C'est-à-dire que vous allez affronter énormément de personnes et voilà, seuls évidemment ceux qui sont les meilleurs de ça, généralement, voilà, ça veut dire qu'ils ont quand même un sacré niveau, vont pouvoir participer après à un mondial. Quand c'était justement l'époque de Decipher en tout cas, c'était des tournois mondiaux qui étaient organisés en l'occurrence. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu différent. Il y a plusieurs ligues, il y a plusieurs noms en fait. Ça dépend des fois. Et ça dépend du type de matchs en fait qui sont organisés. Alors voilà, ça je pense qu'on a déjà parlé de tout ça. J'étais en train de finir de lire une phrase là. Ouais, c'est ok.
Alors ce qui se passe, c'est que les tournois, oui aussi, j'avais noté ça, au-dessus de 60 joueurs, il fallait de toute façon 8 parties. Après, ce qui se passe, si on est à moins de 16 joueurs, 6 parties. Bon, parce que voilà, si à chaque fois on fait un certain nombre de parties, on joue par exemple à 2 fois light, 3 fois light et 3 fois dark. Voilà, et généralement on arrive à déterminer ensuite. Donc aux régionaux, ben, c'est pareil. Là, si on parlait par exemple de l'exemple où ça c'était justement juste dans votre ville ou dans votre, voilà, dans votre département, je pense qu'il n'y avait pas trop de tournois départementaux. Il y avait vraiment la région France, voilà, qui s'organisait autour de ça. Ensuite, il y avait justement les continentaux. Donc là, par exemple, plusieurs pays d'Europe qui peuvent partir en lice, justement. Alors ce qu'il y avait d'intéressant aussi à noter, c'est que pour les mondiaux, ensuite, frais payés par Decipher pour venir, avion, hôtel. C'est-à-dire que déjà, ils avaient les noms des personnes qui avaient passé toutes ces étapes, qui étaient les meilleurs, ceux qui avaient le plus réussi. Et du coup, eh bien, vous aviez le droit justement de participer au mondial. Et ensuite, donc, les 12 premiers se rencontraient, 60 joueurs, donc 8 parties. Voilà, c'est ça, il y avait 60 joueurs minimum finalement. Et vous aviez aussi un Open en parallèle qui donnait la possibilité justement de faire les championnats du monde si vous n'aviez pas pu vous qualifier avant pour une raison X ou Y. Je sais pas, vous aviez le travail, etc. Vous alliez pouvoir quand même sur cet Open. Alors je sais pas, j'ai pas très bien compris où est-ce qu'il se situait. Est-ce qu'il y en avait un par région ou est-ce que c'était directement quand on allait se rendre aux USA. Alors je crois que c'était à Atlanta par exemple en 2000, je sais plus exactement toutes les villes, mais est-ce qu'il y avait un open en parallèle pour pouvoir quand même essayer de se qualifier in extremis si on était sûr de nous, on pouvait éventuellement réussir à récupérer une place pour la qualif et ensuite partir sur le tournoi en 8 manches, enfin en 8 parties quoi. Alors, Jimmy avait été très 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 précis avec moi. Il m'expliquait ensuite que ça se faisait le vendredi, et puis il y avait une finale le dimanche, je crois. Il me dit il y avait les 12 premiers qui jouaient le samedi en 4 jeux, enfin en 4 matchs. Bon, vous voyez, là, il y avait vraiment matière à noter. J'ai pris beaucoup de notes, mais ça reste un peu nébuleux pour moi. Il y a quand même des points de détail que j'ai pas bien assimilés. Euh, alors, au niveau de la notation, ça on en avait parlé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc là, grosso modo, je vous parle pas encore des lots, en plus du fait d'avoir été invité à l'étranger, vous voyez, on vous paye l'avion, l'hôtel et compagnie. Mais vous allez voir qu'ensuite, après, c'est de la folie. Au DecipherCon, il y avait carrément des acteurs, notamment est-ce que c'était en 2000 ou en 2001? Je crois que Jimmy m'avait dit 2000 pour Jeremy Bulloch, qui nous a quitté récemment, l'acteur, le premier acteur voilà, de Boba Fett, ou encore l'actrice de Marajad, voilà, qui était présent carrément. Vous imaginez, c'est même pas le film, c'est pas Lucasfilm directement, c'est parce qu'il y avait le partenariat avec le jeu, et eux se pointaient quand même pour ça. Donc le jeu a quand même a eu une très bonne presse finalement, et carrément des acteurs des films originaux qui s'y sont mêlés. Enfin, pas pour Marajad, mais en tout cas pour Jeremy Bulloch. Voilà, donc ça on en parlera tout à l'heure, mais directement, ce que je voulais vous dire, c'était qu'il y avait, excusez-moi, vous allez entendre un petit clic, voilà, d'autres systèmes de notation. Alors, ce qui se passe, c'est que, alors ça normalement, ça s'est fait ensuite après la reprise du Players Committee, je crois, hein, que c'était la ronde suisse normalement sur toute l'époque des Cypher pendant les 6 ans. Et ensuite, il y a eu un autre système qu'on appelait le SOS. Alors, je sais plus exactement, c'est évidemment un acronyme. Hein. On ne calcule plus le différentiel au niveau du nombre de cartes, vous savez, qui vous reste versus celui qui reste à votre adversaire. Ensuite, si vous gagnez, si vous perdez, vous faites un plus ou un moins. Déjà, alors ça c'était pas mal, mais il n'y a plus de timer. En gros, on joue jusqu'à ce qu'on finisse de jouer. C'est 2 points pour une victoire, 0 pour une défaite. Et il y a un autre format aussi que je trouve un peu bizarre celui-ci. C'est un format un peu hybride, inversé. C'est le MPC, donc MPC, qui veut dire le Match Play Championship. Alors il y a eu des variantes aussi, même sur le MPC, d'après ce que j'ai compris. Mais en gros, si on arrive à mobiliser assez de joueurs, par exemple sur 64 joueurs, mais on peut aussi l'organiser sur moins de joueurs, hein, on a des meilleurs qui ne peuvent pas se rencontrer directement. Ce qui les force en fait à jouer avec des plus faibles qui potentiellement pourraient les défaire. Identiquement, si vous êtes mal classé, vous n'allez pas jouer contre d'autres mal classés, vous allez jouer directement contre des marmules. Ce qui fait que directement, si vous arrivez à gagner, vous pouvez gagner du niveau de classement, et de manière intéressante. Donc c'est ça le NPC. Donc match aller-retour Darklight, on calcule
avec les différentiels. Donc on n'est plus sur la méthode SOS que je vous ai juste parlé avant, mais on revient sur une sorte de différentiel avec des plus tant de cartes d'écart ou moins tant de cartes d'écart si vous êtes perdant. Et en arborescence inversée, comme je vous l'ai dit, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le premier va rencontrer, dans un exemple à 64 joueurs, hein, le 64e, le deuxième, le 63e, le troisième, le 62e, le quatrième, le 61e, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, le meilleur rencontre, excusez-moi, le plus nul, le deuxième meilleur rencontre l'avant-dernier, etc., quoi. C'est assez bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Si vous avez des infos là-dessus, ou peut-être que si j'arrive à en reparler ensuite sur une future vidéo avec Jimmy, peut-être qu'il pourrait encore mieux le décrire en vidéo, ou avec Benoît Morel peut-être. Sinon, eh ben écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, je voulais vous parler de ça. Ça fait déjà 20 minutes que je blablate en fait sur l'organisation. On va parler maintenant d'un truc un peu plus rigolo, c'est les lots. Alors, déjà, il faut savoir que sous l'époque des cyphers, déjà, ils rinçaient tout le monde, ils rinçaient les régions en boîtes, en produits dérivés, en goodies, ils ne donnaient pas d'argent. L'argent, ça a été ensuite à partir de 2002-2003, quand il y avait les tournois justement en dollars chez le Players Committee. D'ailleurs, Jimmy m'a fait remarquer, je vous en parle, qu'en 2002, le Players Committee, lorsqu'ils ont repris le jeu finalement, hein, c'était juste un an après la fin de Decipher, il y avait quand même une voiture à gagner à hauteur de 15 000 $, quoi. Le premier gagnait une voiture. Alors c'est quand même assez amusant, quoi. On aurait pu peut-être gagner je sais pas, la figurine X-Wing 1 sur 1 de Disneyland Paris, peut-être. Ça aurait été plus dans le thème. En tout cas, Decipher donnait des lots de cartes, des t-shirts, on va les voir juste après, et puis des goodies, et aussi des cartes promotionnelles. Alors, les régionales, donc sur les pays par exemple, ça vous permettait d'acquérir aussi des cartes promo envoyées à la région, justement. Par exemple au Red Leader qui lui ensuite les dispatchait, ou parfois peut-être même au magasin qui pouvait, si c'était eux qui organisaient, eh bien diffuser voilà, une carte par-ci, une carte par-là. Il y a une liste de cartes, vous allez la voir, sinon je vous la mettrai en lien dans la description. Ce sont des cartes qui sont foil alors qu'elles ne sont pas rares, donc on peut très facilement les différencier de ce que vous allez trouver par exemple sur les boîtes, enfin dans les boîtes de réflexion 1, 2 et 3. Dès que vous voyez par exemple The Signal, dès que vous voyez, je sais pas, Corellian Corvette, on en avait parlé du coup dans une des premières vidéos, dès que vous voyez, qu'est-ce qu'il y avait, je sais plus, il y a plein, en fait il y a plein de cartes quoi, Alter par exemple, elles sont sorties aussi en foil, mais vous ne les trouverez jamais dans du réflexion. Du coup, ces cartes-là, elles commencent à valoir, parce qu'elles ont été tirées de manière très très limitée, elles n'étaient pas diffusées en fait par machine dans les boosters, elles n'étaient pas faites à la commercialisation, donc aujourd'hui, moi j'en ai pas perso, mais si vous en avez, gardez-les, parce que c'est quand même, je vous conseille, hein, sinon vous me les revendez. Voilà, elles sont difficiles à trouver. Et puis voilà, alors attendez, je vais regarder un petit peu où est-ce que j'en étais sur ma page préparée pour l'occasion. Eh bien, on va regarder sur la caméra déportée. Hop. Alors, voilà, vous voyez ma main, c'est parce qu'en fait ça faisait encore flou. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Ce document-là, c'est le fameux PDF que je vous mettrai dans la description et que vous pourrez aller télécharger, ce qui vous permettra de lire, surtout si vous êtes anglophile. Parce qu'en même temps, c'est pas très compliqué, il y a beaucoup d'images, c'est très aéré, vous allez voir, c'est génial. On parle des t-shirts. Allez, vous allez peut-être pas voir, mais j'ai une souris, si vous la voyez légèrement peut-être. Donc ils nous disent que la plupart du temps, les t-shirts étaient donnés dans les tournois à partir déjà du début 96, donc c'est-à-dire, grosso modo, la première année de jeu, parce que le jeu est sorti commercialisé en décembre, en novembre 1995. Du coup, la grande année, c'était la 96 surtout. Ouais. Alors généralement, vous avez une photo de la carte sur le front, donc en avant, quoi, sur le recto, et avec le Star Wars CCG logo aussi, et le The Force is with you derrière, ou alors parfois d'autres phrases, vous le verrez, et le Star Wars CCG logo aussi sur les épaules, là, vous savez, sur les manches. Alors, la plupart du temps, c'était du coton blanc en taille XL et même des fois en XXL, et il y avait très peu d'autres quantités. Généralement, les Américains, désolé de faire de l'essentialisme, mais ils ont quand même une sacrée forme.
Et du coup, voilà, donc c'est pour ça que généralement, moi j'en avais trouvé hein, des t-shirts comme ça il y a quelques temps. Ah, ça vaut une blinde, hein. Les gens qui revendent ça, ils savent qu'aujourd'hui, si c'est pour des collecteurs, ils peuvent faire casquer. Donc, mais du coup, c'est que des grands. Voilà. Alors, là, on nous informe, vous voyez en fait que sur le forum du Star Wars Players Committee, eh bien, il y a les posts d'un monsieur qui s'appelle Jim Colson. Et donc sur les voilà qui donne pas mal d'informations. Alors je ne sais pas si c'est un volunteer, si c'est un advocate, si c'est un ancien employé de Decipher, faudra qu'on se renseigne. Mais toutes les informations les plus croustillantes sur ce que vous allez voir là proviennent justement de ce monsieur. Alors regardez par exemple. Alors à titre personnel, hein, je vous le dis, vous allez voir ensuite la taille, enfin la tête que ça a pour ceux qui ne le connaissent pas. Franchement, ils se sont pas foulés. Je trouve que c'est pas très digne d'avoir une licence comme celle de Star Wars et de juste mettre une carte là, vous savez, sur le front. Bah, c'est vraiment la photo de la carte en fait. Vous vous baladez avec ça dans la rue, les mecs ils font c'est quoi ce truc là quoi. Je pense qu'avec un peu plus de travail, ils auraient pu faire un super visuel, même à l'époque, quoi, un truc plus sympa. Vous allez voir que les posters qui étaient donnés avec les livraisons de boîtes de boosters à l'époque dans les magasins, les posters, moi j'en ai eu, des posters spécifiques qui font mais vraiment une grande taille, quoi, un truc en voilà, un grand format. C'est pas du A3, c'est beaucoup plus que ça, A0 peut-être. Il y avait des posters aussi qui se déroulaient de manière un peu 14 neuvième, vous savez, en western, comme ça, je sais pas comment on dit, les très grands, cartonnés qui étaient trop beaux en fait. Bon, bah, c'est un mix avec une vous voyez, comme les boosters, ils ont une couleur principale, et puis derrière, bah, vous avez un mix des différents personnages connus et tout. Enfin, c'est. Moi, je trouvais que ça c'était génial, ils auraient pu s'inspirer pour faire des beaux t-shirts, mais non. Au lieu de ça, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, donc tout ça c'est du premier, Leia Organa première, Grand Moff Tarkin première, R2D2 A New Hope, General Veers Hot, Yoda, Dagobah, C3PO première. Ils l'ont réimprimé, vous voyez ici en 98 ensuite, visiblement. Falcon Millennium, pareil, réimpression en 98 aussi. Le Jabba the Hutt. Alors je saute celui-ci, vous allez voir pourquoi, je vais vous en parler juste après. Shawn Valdez, Luke Skywalker en première, le Gift of the Mentor première, Boba Fett, Cloud City, Dark Vador, Dark Lord of the Sith. Donc là, vous voyez, on a le nombre, hein, 200 ont été faits, avant Gift of the Mentor, qui est assez rare à trouver, hein, et le Luke, 80 seulement. Autant dire, les mecs ils se pointent à 64, 70 en tournoi, voilà, les 10 autres ils les donnent au clodo du coin, et c'est bon, à l'époque, ça y est, vous les aviez déjà tous épuisés, quoi. Donc pour les avoir aujourd'hui, c'est bonbon, quoi. Empereur Palpatine, Lord Vader, Death Star 2, et Luke qui était le dernier, apparemment même, Jedi Knight, donc c'est celui avec la destinée de 6, hein, 100 seulement, vous voyez. Du coup, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il disait que ça a été donné, voilà, vous voyez, pour les winners. Mais je crois que, d'après ce que j'ai compris, c'est que les winners, ils l'avaient, mais les autres participants l'avaient aussi. C'est juste que le winner, il avait des prix en plus. Bon, après, j'étais pas là à l'époque. N'hésitez pas à me contredire, ou je vous en reparlerai avec Jimmy. Je vous reparle de Shawn Valdez juste après. Mais là, vous voyez par exemple les event t-shirts. Vous avez des t-shirts qui n'étaient pas forcément juste pour les gagnants ou même les participants. Bon voilà, Black Deciphered Customizable Card Game Group, donné aux employés ou autres. Vous voyez, il y a vraiment des choses très 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 particulières. En 99, on a même un Black Long Sleeved, donc les longues manches Shawn Valdez, qui ont été donnés aux acheteurs et aux donateurs de la fondation. Je vais vous expliquer ce que c'est. 2000, vous voyez, il y a aussi Deciphercon. Voilà quoi, il y a des trucs. Là, malheureusement, vous n'aurez pas les visuels de tout, parce que c'est compliqué de motiver les gens aussi pour qu'ils postent des images de ce qu'ils avaient à l'époque. Ça se trouve, ils se rappellent même plus qu'ils les ont, quoi. Ça fait plus de 20 ans. Mais vous allez voir la tête des t-shirts pour vous voyez un petit peu là le typical layout en bas. Je vais vous le montrer. Mais avant, je m'arrête un peu sur Shawn Valdez. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu voilà où je vous parle de plein de trucs. Shawn Valdez, je la mets au-dessus là de moi en vidéo. Vous vous rappelez en fait de cette personne. Je vais essayer même de la retrouver. Elle doit être ici en hot. Hop là. Alors. Excusez-moi. Voilà, c'est une Unco 1. C'est une Unco 1. Hop là, voilà, je la mets ici. Alors, vous aviez cette carte-là, vous allez dire, mais d'accord, bon, c'est pas un main, quoi, c'est une Enco, elle est pas rare.
Euh, voilà, quand tu inities une bataille au même site que Shaun, your trooper adjacent site ou already battle distance, mais voilà. En gros, ça fait un react de trooper là où tu inities une bataille, là où il y a lui, quoi. Mais alors pourquoi, me direz-vous, un t-shirt à propos de lui? Eh ben, c'est super intéressant. Il y a des sites de Star Wars qui parlent de Star Wars CCG qui le mentionnent. J'essaierai de vous mettre ces liens en description aussi. Une sorte d'encyclopédie hein, sur Star Wars qui indique énormément de choses aussi, même sur ce jeu-là, qui explique que, comme je vous l'avais dit lors d'une première vidéo, enfin, des 3-4 premières vidéos, Star Wars CCG, comme le jeu de rôle, le premier jeu de rôle Star Wars par West End Games, réédité par Descartes pour la localisation française, sont allés voir Lucas et ont dit là, il y a telle et telle personne ici, est-ce qu'il y a des noms? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut vous proposer tel nom? Lucas dit oui, oui, allez-y, on valide, on valide. Ils ont créé comme ça l'univers canon. Shaun Valdez fait partie de ça. C'est-à-dire qu'au début, l'acteur c'est un tel, il est venu, il n'y avait pas de nom. Voilà, peut-être il dit juste un oui ou un non, on s'en fiche. Alors, je vais peut-être mal raconter l'histoire de ce que vous allez, de ce qui va suivre, mais c'est quand même intéressant. Il y a un petit garçon qui s'appelle Shaun Valdez, mais un vrai petit garçon. Pinocchio. Non, non, c'est un vrai petit garçon, un américain, fan de Star Wars. On est en 96, il connaît le jeu, et il monopolise en fait son attention, d'après ce que j'ai lu à propos de lui, sur le fait d'organiser un tournoi du jeu, etc. On est en 96, Hot sort en fin 96, je crois, en début 97. Le problème, c'est que ce garçon qui a 13 ans, depuis ses 4 ans, il se bat contre une leucémie. Et on est à A New Hope, et malheureusement, il survit pas. Il survit pas, et en fait, Warren Holland, donc le DM, enfin, le directeur de Decipher, entend parler de ça. Il y a les gens en fait, de Decipher, d'après ce que j'ai compris, qui ont entendu parler de cette histoire-là. Ils sont en plein développement de Hot, et ils décident en fait de donner le nom du petit gamin à un perso. Voilà. Enfin, je sais pas, moi ça me touche en fait. Je sais pas si ça vous bouleverse un petit peu. Moi quand j'ai lu ça, j'ai fait ah ouais, ok. Bah c'est impressionnant quoi. Franchement, moi ça me scie. Voilà, on va pas parler trop émotionnellement, mais rien que de vous en parler, je suis bouleversé en fait d'avoir lu ça. Je vous mets aussi, si j'y arrive, le visage du petit garçon en hommage à lui. Et donc voilà, il y a eu cette carte-là, dans la foulée. Il y a eu, regardez, je vous le montre un petit peu ici, Shaun Valdez Hot, donc Shaun Valdez Memorial Tournament Only, c'est-à-dire que vous pouviez l'avoir, il a été imprimé, je ne sais pas en combien, c'est pas marqué, mais juste au moment, il y a eu un tournoi à la mémoire justement de ce Shaun Valdez. Et donc, quand on regarde un petit peu plus bas, vous voyez, il y en a eu un en manche longue. Voilà. Et c'est pas la première fois. Voilà. Black Long Sleeve 99. C'est pas la première fois. Hein. Il y a visiblement une fondation, vous voyez, il y a des donateurs, peut-être pour des enfants malades de la leucémie. Je sais pas trop. Là, je vous avoue que j'ai pas ensuite creusé plus. Mais c'est pas la première fois que Decipher a fait ça. Et c'est pas non plus la première fois. Enfin, c'était peut-être la première fois, mais ça n'a pas été la seule fois. Et c'était pas non plus la seule fois que Lucasfilm se mêle à quelque chose comme ça. Parce que eux aussi, ils ont fait énormément, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, voilà, de gestes, d'actions pour des gens fans de Star Wars. Et puis voilà, enfin, bon, bref. On va arrêter de tergiverser, sinon ça va être larmoyant. Mais voilà, en tout cas, sachez-le, il y a eu, voilà, il y a eu ce petit garçon-là, et puis tout le reste, quoi. Voilà. Donc les t-shirts sont rares. Voilà à quoi ils ressemblent. Allez, on va avancer un petit peu. Ici, vous le verrez, hein, si vous téléchargez là au-dessus de mon doigt, j'essaie de monter. C'est la photo carrément de ce qui était imprimé. Donc la photo quand même est assez bien faite. Là, on voyait, il y a carrément le Shaun Valdez Tournament Weekend. Là. One cause, one game, one community. Derrière ma main, vous l'avez peut-être pas vu parce que j'ai ma petite miniature au fond, je vais le monter un peu. Voilà, c'était ici.
one cause, one game, one community. Donc voilà, vous voyez là, quand je vous parlais de Dark Vador, vous le voyez ici là, bah c'est ça en fait, c'est vous avez carrément la carte qui apparaît au centre. Donc bon, bah, ça c'est l'arrière, hein, comme vous le voyez là. Et voilà, donc là en fait, oula, attendez, je sais pas si on va réussir, voilà, c'est un peu mieux. Vous avez en haut Obi-Wan, Leia, voilà, je laisse un peu en pause Tarkin, R2, là, Yoda, là, voilà, Gift of the Mentor ici, Jabba, C3PO. Bah là-bas, il y a Shawn Valdez, hein, vous le voyez, il est là, hop. Ensuite, là, Falcon Millennium. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est pour vous indiquer que c'était surtout ça, en fait, les lots qu'ils offraient. Moi, je trouve que c'est un peu médiocre, quoi. Franchement, ils auraient pu faire un truc tellement mieux que juste les cartes comme ça. Enfin, bref, c'est mon avis, hein. Alors, regardez ce qu'il y avait. Bah, il y avait plein d'autres trucs. Il y avait des pins, il y avait voilà, des porte-clés, il y avait des classeurs. Qu'est-ce que ça doit être magique d'avoir un classeur 98, vous voyez, un binder là, avec les grosses boucles là, hein, comme vous avez sûrement si vous jouez à des jeux. De cartes à collectionner. Vous avez des petites tote bags comme ça. Il y avait des vrais Rock Squadron Decipher, vous voyez, il y avait des vrais sacs, des petites médailles. Ça devait être génial à avoir, quoi. Vous avez vu Colorado, Norfolk, Virginia, Red Squadron, Gold Squadron. Tout ça, voilà, c'était des trucs à patcher sur sa veste à patch, hein, si vous avez une veste à patch. Et voilà, regardez ici, là. Là, il y a carrément des médailles. Là, il y a porte-clés. Enfin, voilà, je crois qu'il y avait des stickers aussi. Oula, je vais un peu plus loin pour les unreleased products. Vous allez voir que c'est de la folie. Eh bien, écoutez, déjà, ça, c'est un gros morceau. Je vous ai montré déjà tout ce qu'on pouvait gagner. Et puis, peut-être plus encore, mais on va passer maintenant directement sur les produits subsidiaires. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais les trouver. Je crois que en dessous, attendez, parce que là, le modèle et le PDF sont super grands. Ouais, il y a des magazines, là, il y a des... Oh là là, print campaign, ouais, il y avait des trucs. Alors attendez, on va remonter un petit peu. Alors ça, c'est les easter eggs, justement. C'est ce que je voulais vous montrer en fin de vidéo, si on a le temps. Je pense qu'on aura le temps, ça va faire juste une vidéo immense à monter. Alors, bon, bah déjà, vous voyez là, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, on va commencer. Ouais, ça s'arrête jamais, hein. Ouais, alors ça, ouais, bah, écoutez, je vous laisserai regarder, mais en gros, allez, on va parler rapidement des cartes promotionnelles. Allez, fais ta petite mise au point là. Attendez, voilà. Oversize et undersize. Donc, bon, bah voilà, hein, on va pas toutes les lire. Princess Leia Organa, Mind What You Have Learned, je voulais vous montrer celle-là, je l'ai. Undone and Destroy the Jedi, Racing, tout ça, c'est des cartes super grosses. Vous avez des plus petites cartes, des cartes stickers. Vous avez comme celui-ci, Boba Fett. Tout ça, c'était offert sur des magazines, figurez-vous. Et ça, voilà, elle n'est pas jouable parce qu'elle est là-dedans. On fait une petite carte de Kick Neck Hero de Duncy. Donc, en gros, si vous voulez, vous avez la toute petite carte dans une grosse carte là. Voilà, c'est injouable, hein, c'était juste une promo, voilà. Une fausse carte. Ça, c'était un truc donné juste aux producteurs, enfin à certains employés, et quelques autres patrons qui avaient rapport avec l'entreprise des Decipher. C'était les gifts, je sais plus comment là, comment ils appellent ça. Gift set, ouais. En gros, à l'intérieur, il y a 2 sheets coupés, donc de première. Vous avez 2 fois la collection de première, grosso modo. Il y a Admiral Moti 89 qui fait une ouverture de ça, parce qu'il a ça aussi, sachant qu'il n'y en a eu que 200 qui ont été édités. Enfin bref. Allez, on parle un petit peu maintenant du reste. Sales sheet. Alors, ici, vous avez les feuilles, en fait, qui étaient données aux détaillants, aux revendeurs, aux magasins, pour distribuer ou afficher, comme quoi il y avait une nouvelle série qui venait de sortir. Et évidemment, ils se sont bien gardés de développer ça dans les autres langues, donc tout est en anglais. Aïe, 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 attendez, vous ne voyez plus rien là, voilà. Tout est en anglais, zut, ça continue à mal fonctionner. Allez, fais la mise au point là. Oh là, je suis désolé, c'est pas facile. Attendez, je vais voir si je peux pas allumer un truc en plus ou si tout à l'heure j'ai dû éteindre. On va voir si comme ça marche mieux. Allez. Oh là là, c'est pas Jojo, hein. Histoire là. Voilà.
Donc, on va pas tout détailler, hein, vous lirez si vous voulez. C'est intéressant quand même, Andor, Death Star 2, vous voyez, c'est des feuilles en fait d'époque. Là, on a carrément les scans. Alors, je pense pas que ce soit du scan, à mon avis, c'est des gens de Decipher qui ont fait sortir ça, tout simplement. On voit les produits, Tatooine, Coruscant, ça nous explique un peu combien il y a de nouvelles cartes, etc. Donc, c'est quand même assez sympa, quoi. On a les numéros d'ISBN, du PC, là, enfin, c'est vraiment, vraiment bien détaillé. Il y a une sales sheet pour n'importe quel produit. Vous voyez là les Enhanced Premiere à droite, les Feed Palace à gauche, Enhanced Cloud City, Enhanced Jabba's Palace, les réflexions 2, les réflexions 3, et voilà. Et là, ils me disent qu'il manque une image en fait pour la First Anthology. Vous voyez, donc comme quoi ce PDF en fait se met à jour dès qu'il y a des gens qui réussissent à mettre la main sur les trucs. Là, il parle en fait, vous voyez, des Revised Editions. Je vous avais parlé en fait des bords blancs. Alors, ce qu'il faut savoir, j'avais omis en fait de vous dire quelques trucs. Les premières bords blanches, les Unlimited, c'est pas exactement comme les Revised. Effectivement, c'est du bord blanc aussi, comme A New Hope, Hot et Dagobah. Mais sur première, il n'y avait pas franchement de réécriture. Il y avait des corrections, on va dire. Corrections. Électrobinocular, use de force, bah là c'est use une force par exemple. Des corrections, des équilibrages. Sur les Revised, donc Hot, Dagobah et ce que vous voyez là à l'écran et New Hope, ça s'était basé sur le fait qu'en 98, eh bien, Special Edition, qui était sorti, avait écrit différemment les game texts. Par exemple, ajouter 2 à n'importe quel Starship qui pilote pour quelqu'un. Bah, maintenant, c'était plus écrit comme ça, c'était marqué ajouter 2 à n'importe quoi, anything he pilote. Donc, je vous avais montré ça sur une vidéo sur Boba Fett, où il y avait la version preview en bord blanc, dans la First Anthology, je crois, et puis la version rare Boba Fett Special Edition qui n'était pas écrite de la même manière. Ben, on est typiquement dedans là, voilà. C'est juste de la réécriture de game text la plupart du temps. Official Tournament Seal Deck, regardez, vous les voyez bien ici là. Et là, le Jabba's Palace Seal Deck à droite. Voilà. Donc, et voilà, là c'est le truc que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Je crois que j'ai que celui de première. Donc c'est sorti en fait de chaque set de première jusqu'à Death Star 2. Le premier justement, il est blanc, donc il est complètement blanc derrière, si vous voulez, il est vide. Alors que les autres en fait contiennent une checklist de l'extension en fait qui viennent de sortir. Et en fait la Death Star 2 aussi a derrière son poster le préconstruct decklist. Vous savez que Death Star 2 c'était deux jeux light et dark qui étaient fixés, et ensuite la liste des cartes. Mais regardez ça quoi. Et ça faisait, ça fait pas que la taille de l'écran que vous voyez là, ça fait vraiment, ouais c'était aussi long qu'un bras carrément, hein. Aussi long qu'un bras détendu. Enfin, je suis assez grand, mais je pense que voilà, vous prenez votre bras, ça faisait vraiment un truc comme ça quand vous le dépliez, donc vous auriez pu vous en faire des décos. Moi j'aimerais trop retrouver ça, mais aujourd'hui, voilà, à part les gens qui les gardent. Regardez celui bon là, je sais pas si vous le voyez bien, ça a l'air de friser un peu avec la lumière sur l'écran, mais bon. Donc il y a celui-là, il y a A New Hope, vous voyez, il est génial aussi celui de A New Hope, on voit vraiment plein de trucs. Puis c'est pas les mêmes images que ce qu'il y a sur la boîte et sur les boosters et tout. Là on n'est pas dans les tons violets, il y a un mix de différentes images, c'est trop bien fait je trouve. Trooper d'Alinfeld, Lyrin Card, Advose, là il y a Brainiac, là il y a Moma Uneden derrière, on sait pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Tifel ici, enfin bref. Voilà, donc rideau, là il y en a Hot, voilà. Là, on a énormément de belles choses aussi là-dessus, on va descendre un peu. Dagobah, il est magnifique celui de Dagobah. Regardez là, ces tons verts comme ça. Il est époustouflant, oui je crois que c'est un de mes préférés celui-ci. Avec les chasseurs de primes, là, IG88, Dengar, Bosque, 4 LOM. On voit pas Zucus d'ailleurs. Il doit être plus à droite encore là. Cloud City. Voilà le Cloud City. Bon, je fais de la paraphrase, hein, mais voilà, je vais les défiler, vous les voyez de toute façon. Jabba's Palace, qui est vraiment énormément de personnes là-dessus, là. Et on arrive encore spéciale édition, enfin vous voyez le truc quoi. C'est de la folie. Endor est trop beau aussi. La qualité est juste époustouflante. Et là, vous voyez, on a. Je crois que je l'ai aussi celui-là. Je dois avoir le tout premier et le tout dernier en fait. Je crois que j'ai peut-être celui-là aussi. Death Star 2. Voilà. Et donc dans les autres posters, regardez ce qu'il y avait. Et ça, je m'en rappelle. Certaines boutiques, moi il y en a une en fait là où j'habitais, qui les mettait. Je m'en rappelle encore. Quand j'ai vu ça, quand j'ai trouvé, mais oui, c'est vrai. Il y avait ça et tout qui était sur les portes.
du magasin par exemple. Donc vous voyez là ça vous explique. Alors c'est marrant parce que souvent Decipher faisait un peu d'humour aussi, même beaucoup, vous allez le voir avec les, euh, les easter eggs, pardon. Do or not do, there is no try, as you wish. Enfin, voilà, ceux-là, mais ces posters-là, je les ai côtoyés, je les ai pas chopés. J'en ai chopé qu'un seul, c'est celui-là. Et je sais plus où je l'ai foutu, mais il est chez moi. Plié encore en quatre, comme il était sur le présentoir. On pouvait s'en servir, en fait, s'il y en avait des paquets. Et aujourd'hui, je suis sûr que si vous mettez ça même à 50 balles sur internet, alors que c'est un bout de papier qui était promo à l'époque, il partirait facile quoi. Là, regardez, spécial édition. Là, il y a Endor. Voilà, là, on a carrément des posters qui étaient. Alors, c'est des tout petits posters, hein, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai dû le jeter. Moi, j'avais acheté une boîte, j'ai celle-là, comme vous l'avez vu. Non, j'en avais pas d'autres. Mais en tout cas, il y avait à chaque fois en plus des boosters et des cartes promo. Il y avait le petit poster là en plus. Voilà, et ensuite on part sur les historiques, on est à page combien là? 85. Voilà, alors je vais remonter un peu quand même, parce que vous allez voir, on n'a pas fini. Il y avait ça aussi, les print campaign. Alors ça, je sais pas si je les ai déjà vus, mais regardez, il y a un peu d'humour quand même. Là, on a à chaque fois... voilà, regardez, Dewbacks, they're here. Voilà, du coup, voilà, il donnait envie quand même d'attendre la prochaine édition parce qu'on savait à quoi s'attendre. 300 cartes, oh là là. Swoops, new toys in the sandbox. Dark side starters, light side starters, choose your weapon. Voilà, en gros, c'est avec le ton un petit peu humoristique, des choses que vous allez pouvoir trouver dans le gameplay ou dans les images. Par exemple, regardez là, Yank Leia's Chain pour Jabba's Palace. Get Jabba off his hut with a thermal detonator. Vous dites, oula, il va y avoir des trucs marrants là-dedans. Là. Bon, voilà, quoi, je vous le montre rapidement, mais à chaque produit, voilà, il y avait ça. Et du coup, alors, print campaign, regardez là. Toys R Us. Et dire que ça se trouvait partout à l'époque, ces produits-là, quoi. C'est de la folie. C'est de la folie. Don't get left out in the cold. Pour hot avec Anne, là, comme ça. You're approaching a rebel base. What's your next move? Bah, je sais pas, tirer. Rebel outnumbered, Vader approaching, hit the deck. Voilà, tout ça, c'est des pages de magazines, vous voyez. Print from Decipher ads run in gaming magazines such as Scry or Inquest. Alors, ça, de souvenir, je crois qu'ils étaient commercialisés, mais que en anglais évidemment, et qu'à une certaine époque, Scry, je l'avais déjà vu, Inquest, je sais pas, ou alors c'est l'inverse, mais ça me dit quelque chose. Et en fait, vous allez voir, donc ça c'est les publicités que vous aviez du coup dans les magazines, mais les pubs en elles-mêmes, voilà, on y arrive. Bon voilà, hein. C'est terrible, c'est terrible. Alors, là, sur le numéro 18 février 97, il vous offrait carrément le Free Jedi Pack. Généralement, nous on l'avait par les retailers, enfin les boutiques quoi. Il vous donnait le Free Jedi Pack. Il y avait le supplément de rules, quoi, enfin de règles de hot. Un article, les gens écrivaient encore, et c'était tout récent évidemment, sur ça. Enfin voilà, je sais pas ce que ça vous fait, mais vous imaginez, vous ouvrez, vous allez acheter votre magazine un matin, vous avez vos cartes là, Free Jedi Pack, bon bref. Alors, vous voyez, ça continuait, hein. Scry là, June 97, ils vous offraient ça, voilà. Red Leader in Red One et Gold Leader in Code One promo, des articles sur Dagobah. Franchement, il faut que j'essaye de trouver. S'il y en a d'entre vous qui savent où je peux acheter des vieux magazines comme ça, si potentiellement, même sans les produits, juste pour avoir les articles, en fait, ils existent. J'aimerais vraiment les acheter si quelqu'un sait où je peux les choper. Mais bon, maintenant, 97, vous voyez, là, pour Cloud City, puis vous avez vu, hein, quand je vous disais que Star Wars, c'était le deuxième jeu le plus joué à l'époque, oui, même collectionné, vous n'avez pas grand chose qui rivalise. Vous avez carrément des premières de couverture quoi, avec ça. Quoi. Premières de couverture. Alien, Dragon Ball, voilà, il y a quelques autres trucs. 40 pages player guide Dagobah. Enfin, les cartes texte jusqu'à Dagobah. Jedi Test Contest, First Anthology Article, Dagobah Strategy Article, enfin voilà quoi, Scry encore en 97 en novembre, il vous donnait en fait l'Asteroid Sanctuary qui a été révisé en fait, la carte
il manquait la phrase You Control sur la deuxième ligne de souvenir. Et voilà, vous pouviez avoir la petite pochette avec la carte dedans. Moi, je l'ai encore comme ça. Cloud City, checklist. Ah, alors là, vous voyez mon amour de ma vie. Claudia Christiane. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaîtraient pas, je ferai bientôt un petit dossier dès que j'ai un peu le temps et l'énergie sur Babylon 5. Regardez-moi ce logo magnifique. Et ça me fait plaisir de vous parler un peu de Babylon 5 en intro dans une vidéo de Star Wars, parmi les dernières du dossier, on va dire. Mais c'est Claudia Christiane qui joue donc le lieutenant-commandant Suzanne Ivanova. Et ben là, on est dedans encore. Vous avez Cloud City là. Et ça parle même de Star Trek, Babylon 5 CCG évidemment. Voilà. Donc là, les rules, expansion rules, vous voyez, c'est génial quoi. Jabba's Palace. En fait, ils se donnaient à cœur joie, hein. Dès qu'il y avait un truc, ça y allait. Inquest, pareil. Allez, Decipher avait distribué ça, fallait que ça parte, hein, la carte. Alors hop, là, il la remettait dans un autre magazine. Inquest. Là, il y avait carrément un playmat, quoi. Force playmat. One single sheet that could turn in the middle to create two separate playmats on dark side, one on dark side 10. Bon, c'est pas les playmats qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, ce serait super cool d'en fabriquer. En néoprène ou en mousse et tout, mais là, c'était quand même marrant, quoi, parce que c'était un truc officiel finalement, parce que c'est délivré par Decipher à partir d'un magazine. Et là, vous avez carrément une oversized de Princess Leia Organa. Voilà, donc le gros format, tout simplement. Ici, donc, on avait parlé tout à l'heure hein, du petit Jawa de Jabba's Palace. Voilà, donc il y a quelques articles aussi. Vous voyez là. Carrément la carte même sans... C'est marrant parce que du coup, à mon avis, on voit les gens de Decipher qui bossaient dessus. Là, je vous laisserai lire, mais c'est vraiment super génial. Easter eggs, il y a tellement de trucs à dire. Voilà, et on revient sur les t-shirts. Alors, on va faire une petite pause. On va regarder un petit peu... alors oui, c'est vrai. Nihongo Video des. J'avais dit que c'était aussi une vidéo japonaise. Ou en japonais. Je vais pas vous la faire en japonais, hein, je vous rassure. En plus, j'aurai beaucoup de lacunes. Mais voilà, là, vous voyez, en plus sur le dossier, ça parle même des erreurs. Ah, depuis tout à l'heure, peut-être que je regarde en fait là-haut, mais je ne sais même pas. Je regardais en fait mon écran et je ne sais pas si ça déconnait encore. En bas, donc là, on est en page 73. Au cas où, je vais redescendre. On montre un petit peu sur quoi on était. Voilà, les magazines Inquest, là, c'est ça qu'on vient de voir. Scry, donc, ah ouais, régulièrement, en fait, ça fait plus la pointe, malheureusement. Alors, je sais pas si ça se trouve, il y a des passages où je ne vois pas, que la caméra déportée fait la conne. Et je vous montrais Claudia Christiane ici avec Babylon 5, vous voyez. Jabba, enfin voilà, il y avait un tas de trucs, des magazines, Scry ou Inquest, voilà. Donc, on va remonter un peu. On a les checklists en fait de tous les produits. Là, vous avez les premium cartes de Jabba's Palace Seal Deck. Enfin, voilà. En fait, là, je parle depuis 50 minutes d'un truc que vous allez vous apercevoir en téléchargeant, que vous-même vous comprendrez. Ça détaille énormément ce qu'il y a dedans. Voilà, 20 balles, le Two Player Introductory Hot. Voilà quoi. Alors, bon, voilà, c'est ça. C'est un peu le dossier que je voulais vous montrer. On arrive sur l'avant-dernière partie de cette vidéo. C'est une vidéo très longue, hein. Vous avez vu, je ne l'ai pas plus préparée, je vous commente des choses, mais je pense que c'est intéressant d'avoir aussi une version vidéo. Si un jour ça disparaît, ça ce sera pénible pour les gens de retrouver le vrai dossier. Alors, comment ça se passe? Japanese Star Wars CCG. Star Wars Collection Card Game. Voilà. Collection Card Game. C'est ça qui vient de marquer, donc jeu de cartes à collectionner évidemment. Release information. Alors on a un monsieur qui s'appelle Hirohisa Sato, qui est en fait le directeur d'une très grosse entreprise de jouets, de jeux en général d'ailleurs au Japon, qui s'appelle Takara Limited. Et on a en fait Warren Holland donc ça nous raconte un peu ça finalement. Hein. On a Warren Holland qui va se déplacer en 96, eh bien, courant 96, à Tokyo, au Japon, pour espérer faire affaire avec Takara,
puisque ils voudraient justement éventuellement travailler ensemble pour faire une localisation de Star Wars CCG au Japon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra après, c'est ce que vous connaissez, hein, si vous connaissez un petit peu le jeu, qu'en 97, eh bien, ça avait commencé. Ça a commencé et ça s'est fini très rapidement après, parce qu'en 2000, il n'y avait déjà plus rien de souvenirs, où ouais, ça a dû durer 2 ans et demi, quoi, ce truc-là. Ils ont fait première, Unyop, hot, terminé. Le contrat s'est rompu juste avant Dagobah, en fait. Donc, ce que ça nous explique un petit peu là-dedans, c'est que la distribution en fait de jeux en japonais, ce qu'ils appellent les Nihongo Ban, ça veut dire en gros la version japonaise si vous voulez. Ban, ça veut dire aussi des fois, un nombre de fois, mais ça veut dire aussi des versions, ça veut dire plein de choses différentes. Donc les Nihongo Ban en fait de Star Wars, comme je l'avais entendu et que je vous en avais déjà vite fait parler, n'ont pas été réellement sortis par les presses de Cartamundi. Donc, vous savez, hein, c'est les 3 premières séries, mais par Takara. Donc, elles n'ont jamais normalement foulé le pied américain, et les cartes japonaises qui étaient destinées au marché japonais, puisque en japonais, n'étaient destinées qu'au marché japonais. Là où il y a encore du flou pour moi, c'est sur le Réflexion 2. Vous saviez, vous avez quelques cartes en japonaise. Je ne sais pas si c'est Decipher qui a récupéré les fichiers et qui les a eux-mêmes utilisés pour pouvoir imprimer et mettre ça dans les presses. Je pense que c'est le plus logique pour moi. Donc ça ne viendrait pas du même stock que ce qui avait été destiné pour le Japon. Parce que l'article nous explique qu'il n'y a que au Japon que les cartes japonaises dans les boosters premières japonaises, Unyop japonaises et Hot japonaises ont été achetables. Mais pourquoi le Japon, me direz-vous? Faut comprendre que commercialement, le Japon, c'est un pays de 130 millions d'habitants à peu près, à l'époque, et maintenant encore plus. Légèrement plus. C'est un peu le problème du Japon pour eux. Et du coup, que Warren Holland de Decipher s'est dit, on veut se débrouiller pour réussir à vendre le plus possible et développer le marché. Où est-ce qu'on le fait pour faire mouche? Je pense que même si j'ai pas l'information là, que je l'ai pas trouvée, en ce qui concerne la France par exemple, le français ou l'espagnol, ces deux choix pouvaient être aussi à l'ordre du jour. Mais comme, à part le Canada et la Belgique, la France n'a pas, et puis la Suisse peut-être, quand même, ça commence à faire pas mal de choses, n'a pas, dans les autres pays, par exemple, qui sont dans la francophonie, comme les pays africains, la culture du jeu de cartes à collectionner. En Afrique, ils n'ont pas trop la culture du jeu de cartes à collectionner. Voilà, ils se sont dit, Suisse plus France plus Belgique et tout, c'est quoi? Ça fait moins de 100 millions d'habitants, avec le Canada un petit peu, sachant que la plupart c'est surtout des anglophones. Bon voilà, on a un pays là-bas qui connaît bien Star Wars, qui ont tendance à être relativement fans des trucs étrangers, même assez geeks sur les bords. On est à 130 millions à peu près, on va plutôt faire au Japon. Voilà, pour moi c'est juste le calcul bas du front, hein. Il y a plus de monde là-bas, on fait une langue, c'est tout, on voit comment ça passe. Je pense que c'est pas un mauvais choix qu'ils ont fait, mais c'est vraiment dommage. Ils auraient pu développer en investissant autant pour faire des versions françaises ou espagnoles, et franchement, à mon avis, ça aurait super bien marché. Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine ou même des pays de la francophonie potentiellement, et je vous en parlerai dans le dossier que je ferai sur le Lord of the Rings TCG. Ça a super bien marché. Ça a super bien marché. Dès qu'ils ont commencé à faire de la langue étrangère dans les langues qu'il fallait, ça allait. Il y a la Chine aussi. Decipher a fait Lord of the Rings en chinois, ça a super bien marché. Ça a super bien marché dès lors qu'ils ont localisé en fait leur jeu. Donc là, en l'occurrence, pour l'histoire de Star Wars CCG, ça n'a fonctionné qu'au Japon, et puis pas aussi bien que ça aurait pu, puisque voilà, ça s'est arrêté. Les cartes, il y en a eu encore en vente dans le début des années 2000 en japonais. D'après ce que me disait Jimmy, c'est des trucs, les gens en avaient, mais alors strictement rien à carrer. Je parle des collectionneurs de Star Wars CCG anglais, hein.
Et du coup, ils les avaient, ça balançait des rares pour 3 centimes, ça s'échangeait des trucs, ça les donnait même. Tellement ils considéraient que c'était juste un goodies. Aujourd'hui, pour choper, par exemple, on va prendre l'inénarrable Vador, enfin Darth Vader, la rare première en japonais. Et ben, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu 150 000 boîtes de premières japonaises. Il y en a eu beaucoup moins. Il y en a eu probablement peut-être moins de 20 000 quoi, ou 30 000. J'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est très peu quand même. Du coup, ben, ça fait peu de Vador première japonais. Je ne parle pas de Vador première japonais foil. Je parle de Vador première japonais. Rien que ça, déjà, même ça, c'est difficile. C'est difficile à trouver. Alors, là, il nous parle en fait que, voilà, il nous dit qu'il est allé au Tokyo Toy Show, pardon. Regarder un petit peu comment ça se passait, voir des démos, voilà, il y avait Takara qui avait une chambre de présentation et qui montrait un petit peu tous les trucs. Là, il disait qu'à l'époque, justement, je vous la fais vite, hein, il y avait quelques jeux de cartes à collectionner, notamment Ultra Gate, j'y avais même pas pensé à celui-là, qui était basé sur le petit Ultraman. Pocket Monsters, évidemment, qui commençait à peine, et Doom Trooper, qui était déjà moribond à l'époque. Donc du coup, il y avait un marché à prendre. Il n'y avait pas grand chose. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y avait pas énormément de choses. Et voilà, du coup, il commençait déjà à comprendre aussi, Warren Holland, que bah, il y avait Star Wars CCG, c'était bien. Et c'est pour ça qu'il a fait Young Jedi après, c'est qu'il s'est dit, bon, bah, quand même, pour concurrencer les jeunes qui achètent des Pocket Monsters entre 7 et 11 ans, bah, faut qu'on fasse aussi notre gamme là-dedans, quoi. Parce que Star Wars CCG, c'est un peu complexe. Bon, on a fait un petit peu le tour de ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Hirohisa Sato? Pas grand-chose, c'était ouais, le directeur. Attendez, je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Ouais, il y a un truc assez sympa. C'est assez sympa. Euh, Alors, ouais, c'est tellement mal écrit, vous verrez. Ils disent les cartes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont Chobedigo. Ça veut dire super cool. Ouais, en fait, ils n'ont pas trop compris l'accent. Les Japonais ont un accent en anglais horrible. En fait, ils voulaient dire Cho very good. Cho very en fait. Very et good. Et eux, ils entendaient avec leur oreille américaine Chobedigo. Chobedigo, c'est Cho very good. Cho very good. Good. C'est ça. Donc, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Regardez ici, vous avez même une image en fait de l'arrière. Avec ici, attendez, je vais la monter un petit peu. Ici, devant mon doigt, il y a marqué, effectivement, on le voit bien, hein, Takara. Takara Limited. Voilà, donc ça, c'est l'industrie en fait qui produit ces paquets-là. Ces produits-là, donc, ne sont pas ne sont pas justement faits aux États-Unis. Alors là, c'est marqué, c'est marrant parce que c'est marqué Carta Mundi. Là, je viens de m'en rendre compte. Attendez, je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si ça va garder la qualité. Regardez, j'essaie de zoomer. Là, je vois, il y a marqué Carta Mundi. C'est vraiment intéressant. Et il y a marqué que c'est printed in Belgium aussi. C'est marrant, hein. Là, je progresse avec vous en essayant de comprendre en fait ce qui s'est passé à l'époque. Mais je trouve ça bizarre en fait que ce soit. Alors peut-être que justement Takara en fait commercialisait et gérait en fait ça de là où il était. Et il avait peut-être des services délégués en Belgique sur Cartamundi. Donc les cartes japonaises pouvaient peut-être être quand même réalisées et imprimées là-bas. Ou alors c'est juste un truc qu'ils ont collé ici qui est identique et ils ne l'ont pas changé, je peux pas vous dire. Franchement, je sais pas qui c'est qui pourrait nous répondre sur le Players Committee, si quelqu'un sait de l'époque où est-ce qu'elles ont été fabriquées, si vraiment c'est en Belgique ou pas, mais moi j'ai des doutes. Bon voilà. En tout cas, vous avez la possibilité de penser que ça peut être quand même fait en Belgique, chez nos confrères et voisins belges, pour les Français d'entre vous. Alors, voilà, ce qui s'était passé là, c'était intéressant de lire ça aussi. Ils ont fait quand même le two-player première et two-player Empire Straight Back Introductory Set, comme je vous avais dit. Il n'y a pas eu que première New Hot, mais il y a eu ces deux produits-là en plus. Et ensuite, quand ça a recommencé là-bas à être. Bah, ils ont. Voilà, Takara a abandonné. Il y a les packs en anglais qui ont été quand même. Qui sont continués à se vendre. Le jeu a continué aussi au Japon. Ils ont été vendus en fait avec Takara. Mais il y a voilà, Over Label on the Pack for Distribution, c'est-à-dire qu'il y avait quand même marqué Takara, mais en fait, non, c'était clairement en fait des produits des ciphers importés. Donc il y a marqué un truc marrant là, la translation, enfin la traduction en fait.
Voilà, c'est ça. Poor translation led to a preference among Japanese players for the original English language card over language. En fait, c'est ça, c'est qu'en gros, les cartes étaient pauvrement traduites. Du coup, même les joueurs japonais préféraient quand même jouer avec les cartes anglaises. Voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est mondialisation quand tu nous tiens. Voilà, donc pas grand chose de dire plus. Ah oui, si, il y avait ça qui était marrant, quoi. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, voilà, il nous dit, est-ce que vous avez des anecdotes concernant l'attitude des Japonais envers Star Wars CCG à l'époque? Du coup, il répond que les plus vieux, 35 à 40 ans, donc sont vraiment époustouflés quoi, du fait que ce soit super populaire Star Wars et voilà. Donc, attendez, je traduis peut-être mal. Is with the current young generation 7 à 25. Popular now than first release in Japan. Bon, en fait, voilà, c'est ça. En gros, c'est beaucoup plus populaire aujourd'hui pour les gens de 35 à 40 ans. Donc, ça représente 96, on était, hein, qu'il y a une vingtaine d'années, quand les films étaient sortis, c'était pas très populaire. Ça a mis du temps en fait à s'installer Star Wars, et du coup Star Wars CCG est tombé quand même à point nommé pour bénéficier en fait de toute la hype qu'il y a eu sur les films et les produits dérivés avant les cartes à collectionner Star Wars CCG. Donc c'était intéressant, et ce qu'il dit c'est que énormément de clients japonais pensent que Star Wars CCG sera le plus populaire en fait des CCG au Japon. Euh, donc le numéro 1 des jeux de cartes à collectionner qui a été donc traduit aussi par Nihongoban, en Nihongoban donc en avril dernier, donc c'était en avril 96. Mais ce jeu-là, donc que vous connaissez, hein, je ne vais pas le citer, les Japonais, en fait, en tout cas les clients japonais, ne sont pas très friands, notamment justement à propos de ce qu'ils appellent l'esthétique, donc c'est-à-dire le card design et les dessins, j'imagine, hein, c'est-à-dire ça, c'est les deux hein, finalement, le design visuel. Ils préfèrent justement les images de science-fiction, les vaisseaux, les aliens, les sabres laser et les blasters. N'oublions pas les droïdes. Parce que justement sur les cartes Star Wars c'est Cho Bedigo, enfin Cho Very Good, voilà. Après je vous le dis tel que je le lis là comme ça, lui il nous rapporte en fait cette version là des faits parce qu'il a été interrogé, j'imagine qu'il y avait les mecs de Takara à côté, des gens à fond avec lui, mais alors pour les japonais qui me regardent, aucune offense, mais il y a un côté très hypocrite, encore plus dans le commerce au Japon, mais même dans la vie de tous les jours. Alors je vous le dis, attention, je pense que voilà. D'ailleurs ça se voit encore aujourd'hui, le jeu de cartes numéro 1 connu, le plus connu dans le monde, qui était aussi numéro 1 à l'époque, il est toujours aussi aimé, hein. C'est pas pour rien, voilà. Donc, puis ils ont fait des efforts sur les dessins, les designs, etc. Donc encore une fois, là, c'est marrant quoi. À voir, c'est marrant à lire. Il y a sûrement une part de vérité, mais je pense que voilà, là ils se mettent du côté de Decipher pour le bout de grade Decipher, donc faut pas non plus prendre ça pour argent comptant. Ici, vous allez voir en fait, vous voyez là les premières Carado, donc là, voilà, le même nombre de cartes, la répartition. Vous voyez, booster pack 500. 1000 yens, c'est à peu près 7 euros. 500, bah ouais, on est à 3,50 quoi, c'était à peu près le même prix. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore eu les grosses crises au Japon, donc c'était un pays qui était quand même relativement bien portant. Ça valait pas trop cher, quoi. Vous voyez là, pour un paquet de 1400, ça fait quoi, 10 balles le starter, quoi. Donc c'est quand même un peu moins cher qu'en Europe. Donc voilà, une des cartes les plus rares hein, qui existent sur ce jeu. Et Dark Vador, première bord noir. Il n'a pas eu de bord blanc Revised à ma connaissance en japonais, je ne pense pas. Dark Beda. Dark Beda. Das. Non, c'est Das Beda. C'est ça. Bon, alors là, regardez, par exemple, il y a un misprint ici. Misprint où on voit normalement la carte normale, hein, Help Me Obi-Wan Kenobi, une R1 première. Elle a été labellisée en effet. Vous voyez, il y a le petit logo. Je vais le zoomer. Vous voyez, il y a le logo effet ici, à la place de
Used Interrupt qui apparaît ici sur Help Me Obi-Wan Kenobi en japonais. Voilà, on a la liste première, mais ça va, c'est sensiblement exactement les mêmes. Répartition, pareil, prix, 500 yens, enfin voilà, donc les traductions. Les petits suppléments aussi qu'il y avait dans les trucs, dans les box. Regardez ici. Là, on a des erreurs qu'il y avait régulièrement. Je pense que c'est quand même assez rare de trouver ça même en revente. Vous avez, par exemple, pour celle-ci, là, c'est vous savez, le THX 1138 Void Spider. Ici, là, il y a un misprint sur certaines des cartes. Il n'y a pas le forfait à l'intérieur. Donc, il y a des versions où elle y est, des versions où elle n'y est pas. C'est pas la seule, hein, regardez. Il y en a deux autres encore sur Hot. Avec un Luke, là, qu'est-ce qu'il est magnifique. Regardez ici. Encore des misprints. C'est vrai que carrément, certaines cartes, en fait, vous n'aviez même pas le E-Web Blaster marqué ici, ou le Snowtrooper officier, en haut. Donc, c'est des cartes blanches, voilà. Donc ça, pour trouver un bonbon. Voilà, puis je crois qu'on a fait le tour. Tout player première introductory. Donc quand même, hein, je vous disais que c'était pas, il n'y a pas eu de revised et d'une limited, mais sauf que pour les cartes promo, bah, ils les ont quand même éditées aussi en bord blanc, mais en japonais. Donc là, c'est intéressant quand même d'avoir ces versions. Bon voilà, vous les voyez, hein. Là, il y a quand même toutes ces versions-là en japonaise. J'essaie de vous les montrer rapidos. C'est magnifique. Ce PDF, c'est une mine d'informations. Je vous conseille de le télécharger à 1000%. Là, c'est l'arrière de la boîte, hein. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et puis, il y a un truc super beau qu'on va voir dans pas longtemps. Donc là, c'est pareil, hein, la Two Players Introductory 7. En japonais aussi, s'il vous plaît, avec les bords blancs qui vont avec. Et on arrive à une information intéressante. Le Total Card Count, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Donc combien il y a eu de cartes en tout dans Star Wars CCG? Je vous laisserai regarder, on va pas voilà, tergiverser. Ça sert à rien que je vous fasse de la mise en scène. Attendez. Oh là là, c'est chiant là, ce truc-là. Voilà. Alors, vous voyez, hein, première, 324 cartes, New Hope, 162, etc., etc. Et vous avez aussi, vous voyez, là, les petites notes en plus. Par exemple, Cloud City, on a 180 cartes, plus la Dodge Misprint Version. Dodge, je vous montre la carte au-dessus de moi, là, si j'oublie pas de monter au montage. À la fin, il y a marqué for free ou for, et il n'y a pas le free. En fait, voilà, ça a été corrigé durant le moment où c'était en train d'être imprimé. Du coup, il y a certaines cartes qui l'ont, d'autres pas. Il y a aussi une carte que je vais vous montrer, qui n'est peut-être pas très connue, où il y a eu des misprints, pas en japonais, mais ça fait pas partie non plus des easter eggs selon des ciphers, on ne sait pas, c'est mystérieux. En fait, il y a plein de trucs à découvrir encore dans ce jeu-là, hein, ça regorge. Là, il nous explique en gros des trucs très intéressants. Vous voyez, quand j'ouvre des boosters, vous aussi, vous en avez peut-être ouvert, il y a des cartes qui ont des couleurs cheloues. Regardez là, il y en a une qui tire vers le bleu, là, le Seeker, là aussi, le droïde, et puis à droite, là-bas. Bon, bah, c'est simplement parce que la cartouche d'encre chez eux, chez Cartamundi, là par exemple, d'encre jaune, elle séchait trop vite. Du coup, bah, il y avait moins de jaune qui sortait, et puis ça a déréglé complètement le ratio RVB, là, enfin le mélange de couleurs. Là ensuite on a Death Star 2, des problèmes d'embossment, vous avez des espèces de vagues sur les cartes, mais dès l'ouverture du paquet, alors que le paquet n'était pas abîmé, c'était un problème de déformation directement, voilà, sur des sheets, en fait des feuilles de commune et d'incommune, quand voilà, quand il y a la machine qui roulait dessus, des fois c'était super, merci la qualité hein, des ciphers. Et puis vous avez les miscuts qui sont très très rares et très recherchés quand même par les collectionneurs spécifiques. Regardez, ça c'est une carte. C'est-à-dire que la carte commence bien là, elle finit là. Mais en fait, ça a été décalé. Et du coup, vous avez mon calamari qui apparaît sur la sheet qui a été mal découpé, celle-ci au-dessus mal découpée, etc., etc. Donc là, on nous indique bien hein, que varying degrees of miscentering are seen throughout. En fait, vraiment, ça dépend du degré en fait de mauvais centrage finalement de la machine de découpe. Bon. Voilà, ça c'est un cas extrême. Hein. Sinon, c'est juste, vous savez, vous avez un gros bord noir et en haut un tout petit bord noir, ou un gros bord blanc, un petit bord blanc. Et voilà, donc là, le Hot Test Run. Decipher, pendant le printing, donc l'impression de Hot, donc il y a 27 Light Side Rare, en fait, se sont retrouvés à être imprimés sur un dos noir. Donc un dos Dark Side.
Et ça ne devait pas être, c'était juste pour faire un test, qui ne nous concerne pas en tant que client, un test pour leur machine. Bon, ça devait être retiré en fait par Decipher et leur être rendu. Ça ne l'a pas été. En tout cas, une partie d'entre elles ont été données, il y a eu une fuite, et du coup, eh ben, il y a des cartes comme ça qui sont dans la nature, et certains d'entre vous en ont sûrement. Moi, j'en ai vu ouvrir devant moi, des gens de ma ville à l'époque. J'en ai pas, moi, perso. C'est très très rare à trouver. Voilà. Il est dit aussi que il y a des employés à l'époque qui les ont récupérés, qui ont vu que ça pouvait peut-être se revendre à prix d'or, et ils se sont pas fait prier pour les revendre sur le marché noir. Et voilà, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les cartes soit trop petites, soit plus petites, soit plus grosses. Oh là là, ça a encore foiré là, voilà. Voilà, ça c'est l'executive gift set, donc encore une fois, 2 fois le Decipher Star Wars première, bord noir à l'intérieur et un rulebook. Voilà, ils nous montrent les mains caractères. Ils nous disent combien de fois sur telle feuille, sur tel sheet, il y a tel truc et tel truc. Alors ça c'est intéressant, je vous montre les sheets. Voilà, je vous montre par exemple les uncut sheets. Bon, ça vous connaissez, hein, vous le verrez bien vous-même hein, si vous voulez télécharger le petit truc, mais en gros, voilà ce que c'était. Ça, c'est les rouleaux en fait, et ensuite vous avez la machine qui découpait et qui balançait au hasard en fait, une au hasard comme ça, dans tant de cartes communes et Enco et compagnie. Donc voilà, là vous avez un visuel eh bien, des différentes sheets selon les séries, et on va finir. On fera une deuxième vidéo sur les easter eggs parce que là ça va vraiment être trop long, ça fait déjà 1h20 que je parle, je suis désolé, ça devait être beaucoup plus court que ça. Voilà, je vous montre les sheets, mais en gros, je voulais vous montrer un truc vraiment historique et compliqué à avoir. Donc voilà, tout ce que je vous montre, c'est vraiment, ça n'appartient pas à Lucas, Art, etc. C'est le Players Committee, c'est le travail des advocates et des gens du Players Committee. Et la dernière mise à jour a été faite, donc voilà, le novembre 2020, avec des nouvelles images, etc. Donc merci beaucoup à eux pour toutes les informations historiques énormes qu'ils nous offrent là, hein. Vraiment c'est terrible. Je voulais finir sur les produits non commercialisés. Alors là, accrochez-vous, regardez ça. Je vous le zoome. Là, on a une Mara Jade, avec l'actrice de l'époque, qui devait être premium, smuggler. Voilà, on ne sait pas dans quoi elle devait sortir exactement. 5-5, force sensitive. Bon, elle peut remplacer une Mara Jade présente sur un site. Enfin, voilà, ça c'est des cartes que vous aurez jamais en vrai, quoi. Il y a quelques cartes qui existent en réflexion gold, qui les grands collectionneurs, les gens qui ont trop de chance, ils ont réussi à en avoir quelques-unes, voire même un set entier. Mais regardez ce qui devait sortir à partir de 2001-2002, quoi. Des séries spéciales. Jabba the Hutt, Darth Vader, Luke Skywalker. Enfin, ça devait même, il y en a une qui devait s'appeler juste Skywalkers, je crois. Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Je pense qu'il y en a une qui devait s'appeler Skywalkers. D'ailleurs, regardez, elle est là. Il y a Shadow of the Empire, avec, vous savez, Dash Rendar, la Outrider, le Beau 2D9, EJ88, tout ça, Xizor. On avait déjà, grâce à Réflexion 2, vu déjà une petite partie de tout ça, de ce qu'ils nous réservaient. Skywalkers, voilà, basé sur la famille Skywalkers, qui devait normalement sortir en 2000. Voilà, ça devait se concentrer sur Leia, Vader, les relations, Luke, etc. Bref. Il y a tellement de trucs à dire. Jedi Master, Scoundrels, Reflection Gold. Donc voilà, celle-ci, là, c'est vraiment la série, la Reflection Gold, là, qui a été... voilà, il en existe. Il en existe. Ça a commencé, le processus de production s'était lancé. Il y a quelques personnes qui avaient des collections entières. Jimmy m'avait expliqué qu'une personne de Decipher en avait beaucoup chez lui. Il a perdu des collections parce que sa maison a cramé. Les rares qui restaient, elles ont été dispatchées chez les gens qui ont récupéré le stock de Decipher, qui a vendu tout pour en gros $1 symbolique à Category One Game. Et le problème, c'est qu'à l'époque, Category One Game, en 2003-2004, ils ont fait ah ouais, tiens, on a des trucs Réflexion Gold, bon on les redonne au Players Committee, et depuis ça s'est perdu dans les méandres des reventes sur le store du Players Committee. Voilà, personne ne sait exactement qui les a, quoi, mais c'est super rare, et ce sont des vrais produits. Donc là, pour le coup, c'est vraiment les cartes les plus rares de Star Wars CCG, parmi les plus rares. On reparle pas de Corellian Corvette Folle, tous les produits, toutes les cartes dont je vous ai parlé, les Commune & Co qui étaient données sur certains tournois, les Maul avec Lightsaber, Qui-Gon avec Lightsaber, tout ça c'était offert en fait sur les tournois. Là on parle vraiment de trucs très très rares, quoi.
Light Side Marajad, voilà. Donc là, Why the Dark Side version, ouais, c'était une Light Side en fait, ce qui était prévu. Never meant to an official service, but surfaced in NPC 2008 après being shared by PCs from archive. Voilà. Players Committee qui ressort en fait un truc en 2008 qui était donc la version Marajad que vous voyez ici. Voilà. Bon, bref. Mais ça c'était fait par Decipher quoi. Donc voilà. Et du coup, Over Foreign Language Release, on en parlait tout à l'heure avec les japonaises qui avaient déjà été faites dès le début. Mais ils avaient déjà prévu, vous voyez, au-delà voilà, du japonais, de faire des versions d'autres langues. Des trucs en animé, qu'on voit ici, là. Pourquoi pas? Enfin, ouais, il y avait tellement de choses qui étaient prévues, quoi. Decipher a vraiment perdu la perle rare avec ça, mais heureusement, ils se sont rattrapés avec Seigneur des Anneaux pendant quasiment 7 ans après, 6-7 ans, bien comme il faut. Hein, là, ils se sont bien rattrapés. Voilà, donc écoutez, on fera une autre vidéo, une dernière, une autre en tout cas vidéo, parmi les dernières que je pourrais vous présenter sur le jeu de manière intelligible et intéressante. Excusez-moi, c'est compliqué là, voilà. Pour ce qui concerne je suis concentré sur Claudia Christian, là, Suzanne Ivanova là, de Babylon 5. Sur les easter eggs, parce que là vraiment ça fait 1h30 de vidéo, c'est vraiment du jamais vu. Mais voilà, vraiment ce document, téléchargez-le si vous aimez Star Wars CCG, et on parlera de tout ce que vous voyez là les easter eggs, sur une autre vidéo, parce que là ça va vraiment être trop long. Vous voyez, on a même la frise chronologique des différents produits sortis. Ça, quand j'avais commencé le dossier Star Wars CCG, je n'avais pas ce document. Donc j'ai tout fait par des recherches personnelles. Et là, ça m'aurait mâché le travail hein, de vous présenter les trucs directement. Vous voyez quoi, 95 à 2001, tout est bien expliqué, bien rangé. Faites-vous plaisir, hein, téléchargez-le. C'est un travail formidable que les gens du Players Committee nous offrent. Lisez aussi leur disclaimer si vous avez le temps. Voilà, c'est... Je repasse sur la caméra. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis ces vidéos. Encore une fois, hein, c'est qu'un au revoir. On continuera. Je sais juste que je vais les sortir de manière beaucoup plus espacée, les vidéos Star Wars CCG. J'étais très content de vous avoir vu suivre voilà, les différentes vidéos que j'ai pu produire sur ce sujet. Désolé, j'hésite beaucoup comme garçon, puis je digresse énormément. Votre engouement me fait chaud au cœur. J'ai les mêmes passions que vous, je pense, ou en tout cas une partie des passions qu'on partage en commun. J'espère que cette vidéo sur les tournois, les goodies, les misprints, les trucs bizarres, vous aura plu. Et puis j'étais en train de me dire que j'avais oublié de vous montrer un dernier truc. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez avoir la carte à côté de moi plutôt, ça va être plus simple, comme ça je ne vais pas gérer les doubles. C'est la carte Turn It Off, voilà, qui dans le lore, hein, dans le petit texte au-dessus de l'image, certaines versions de cette carte-là, après le Turn It Off en caractère majuscule, et vous avez un 0 qui apparaît, voilà, et on ne sait pas pourquoi. Et pas de réponse de la part des Decipher à l'époque. Les gens sur le Players Committee s'écharpent. Il y en a qui disent que c'est un easter egg spécial d'une version d'impression de la carte spécifique, parce qu'en gros c'est turn it off on avec en binaire, vous savez, un 1 ou un 0 pour 0. Mettez-le sur 0 en gros, ça veut dire. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, ça c'est pour vous teaser un petit peu les easter eggs de la future vidéo où on va parler un petit peu plus des petits œufs de Pâques cachés dans les cartes. En tout cas, merci encore d'avoir donc suivi cette vidéo et ces vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao!